Alors, rebonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce cours consacré à la croissance démographique européenne au XIXe siècle et plus largement à la population européenne. Et je vais traiter dans cette deuxième vidéo la seconde partie, le siècle des grandes migrations. Je vous montre ici, je vous remontre le plan avec une première sous-partie consacrée aux fortes densités dans les campagnes et à l'exode rural. Alors parce que l'urbanisation présente l'attrait de la nouveauté et s'inscrit dans le sens de l'histoire, on a tendance un petit peu trop rapidement à en faire l'alpha et l'oméga lorsqu'on évoque la population européenne au XIXe siècle. Mais c'est oublier que le XIXe siècle reste très largement rural et paysan. J'en veux pour preuve qu'en 1851, les ruraux sont encore 89% dans un pays comme la Russie, qu'ils sont 74,5% en France, qu'ils sont encore 64% dans les États allemands du Deutscherbund. Seule exception, le Royaume-Uni, où il ne représente plus, au recensement de population qui a lieu d'ailleurs cette année-là, que 52% de la population et le basculement vers une majorité de population urbaine est pour très bientôt ici au Royaume-Uni. Sauf dans ce dernier pays, cette population décline proportionnellement, mais continue à augmenter en valeur absolue. De nombreuses campagnes atteignent même en Europe leur apogée historique démographique. Dans certaines campagnes, la surpopulation prend même des proportions extrêmement inquiétantes. Alors jusque-là, les départs massifs des campagnes étaient limités au Royaume-Uni où le système des enclosures a fait disparaître les pratiques communautaires, système qui est apparu de longue date et qui a chassé des campagnes britanniques et en particulier anglaises la petite paysannerie. Les mouvements se sont limités aux migrations saisonnières dans un premier temps. Des ruraux de régions pauvres ont pris l'habitude de quitter leur village une partie de l'année pour aller travailler dans les grandes villes. On pense aux maçons creusois qui se rendaient à Paris ou aux petits ramoneurs savoyards qui allaient à Lyon. Mais désormais, ces migrations se doublent de départs définitifs. Le plus souvent, ces départs s'expliquent parce que l'agriculture archaïque ne fournit plus assez de travail à une population qui augmente. Et il faut ici évoquer au cours du second 19e siècle, comme nous l'avons vu dans le cours d'histoire économique, les effets de la Grande Dépression. C'est à partir d'elle qu'on peut véritablement parler d'exode rural. L'exode rural, je le rappelle, c'est un départ définitif des campagnes vers les villes. Il y a aussi dans ces villes l'attrait d'un travail régulier et rémunéré qui est offert par une industrie et un commerce, mais également une administration qui sont en plein essor. Il y a l'espoir d'une vie plus libre, plus facile, moins monotone que celle du village, où le contrôle social est omniprésent. Contrôle qui s'exerce par la famille, par les voisins, par le prêtre également. Les loisirs qui en ville sont plus importants. Et puis, toutes ces migrations sont favorisées, bien évidemment, par les transports. Alors, deuxième point, deuxième sous-partie de ce grand 2, consacré, vous le voyez, je grossis un petit peu, à l'urbanisation. L'exode rural provoque un accroissement général de la population urbaine. Si le taux d'urbanisation de la Russie n'est encore que de 20% en 1913, je me porte maintenant, je quitte 1851 pour me porter en fin de siècle pour mieux montrer le phénomène, eh bien ce taux d'urbanisation au Royaume-Uni est désormais de 74%. Et même si on se limite à la seule Angleterre, de 88%.
celui de l'Allemagne, qui a connu une urbanisation très spectaculaire depuis le début du Deuxième Reich. Berlin a littéralement explosé, par exemple. Ce taux d'urbanisation est de 62%. Alors que la France occupe, elle, une position intermédiaire avec 46% de taux d'urbanisation en 1913. Je vous rappelle que c'est au recensement de 1931 que la population urbaine devient supérieure à la population rurale en France. Au total, plus d'un occidental sur trois vit alors dans une agglomération de 5000 habitants, contre 1 sur 9 en 1815. Alors, cet essor profite à la quasi-totalité des villes européennes, à l'exception toutefois des petits centres qui s'assoupissent lentement parce qu'ils ne s'industrialisent pas, parce qu'ils restent à l'écart des transports, à l'écart pardon, des circuits commerciaux. Si on se porte vers les villes qui s'accroissent le plus, quatre types de villes connaissent un accroissement, un essor spectaculaire. Et dans cette typologie, il faut commencer par les capitales. Les capitales en raison du développement des appareils d'État et des services. Londres qui est la première ville mondiale, l'agglomération comprend 7,5 millions d'habitants à la veille de la Grande Guerre. Deuxième élément de la typologie, les villes touristiques. Et ici, on citera par exemple la ville de Nice ou la ville de Brighton dans le sud de l'Angleterre. Les nœuds de transport et également, hein, une ville comme Middlesbrough, par exemple, au centre de l'Angleterre, qui n'était qu'un petit village avant le 19e siècle, devient une ville importante de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et puis les villes minières, les villes industrielles, et on donnera un exemple parallèle ici dans ce secteur à Middlesbrough, l'exemple de Saint-Étienne, hein, dans le Forêt, qui connaît, grâce aux mines et à ses manufactures, un essor très très spectaculaire au cours du 19e siècle. Des conurbations se constituent dans les régions industrielles, et là on pensera par exemple à la Ruhr dont nous avons déjà parlé, en Rhénanie, en Allemagne. Alors cet essor nécessite que les villes, bien évidemment, s'adaptent. Dans un premier temps, les villes ont du mal justement à s'adapter. Comme les déplacements se font le plus souvent à pied, les villes conservent une superficie réduite et de ce fait, l'entassement des populations atteint des proportions absolument gigantesques. En 1851, Londres et Paris comptent ainsi plus de 30 000 habitants par kilomètre carré. Puis le cadre urbain finit par s'étendre. C'est ainsi que les métropoles se dilatent au-delà de leurs enceintes fortifiées, qui sont d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles détruites, pas partout, il y a même des villes qui en construisent d'autres, hein. Je pense à Paris avec les fortifications de Thiers, mais fortifications qui sont à une périphérie beaucoup plus importante, hein, fortifications qui datent des années 1840. Hein. Et donc ces métropoles se dilatent et absorbent globalement les villages environnants. Paris, pour revenir à Paris, va doubler sa superficie en 1860. C'est la grande réforme du baron Haussmann, est passée de 12 à 20 arrondissements. Alors, toutes ces transformations deviennent possibles grâce au développement des transports urbains, les omnibus, les tramways, voire les métros. Pour Londres dès 1863, pour Paris au moment de l'exposition universelle de 1900, à Berlin, à Vienne également. Alors plus largement, l'équipement urbain s'améliore. Les travaux de pavage des rues, d'adduction d'eau, de tout à l'égout se multiplient. L'éclairage au gaz, puis à l'électricité, se répand. Cependant, pas dans toute la ville. Dans la ville de type ancien, cohabitent des riches et des pauvres au sein des mêmes quartiers. Euh, mais désormais, on a une ségrégation socio-spatiale qui se met en place.
Et c'est ça qui est très intéressant. Le phénomène apparaît au mi-temps du 19e siècle. Généralement, les beaux quartiers, qui étaient déjà traditionnellement à l'ouest, deviennent encore plus typés à l'ouest des métropoles, et les quartiers populaires se trouvent à l'est. Cela s'explique par le phénomène des vents dominants, qui dans notre continent sont des vents d'ouest, et qui commandent l'installation des usines plutôt dans la partie orientale des villes. L'une des villes qui échappe à ce schéma, mais encore une fois, elles sont très peu nombreuses, c'est par exemple Munich. Naissent également, au cours du second 19e siècle, les premiers bidonvilles. Les nouveaux venus ne s'adaptent pas toujours d'ailleurs à leur changement de vie, et beaucoup se laissent tenter par une émigration plus lointaine, une émigration vers les pays étrangers, voire vers les continents étrangers. C'est ce que je voudrais aborder dans un troisième et dernier temps que je vous présente, en effet le 19e siècle et l'apogée de l'immigration européenne. C'est souvent en fait parce que la ville finit par décevoir ses espoirs que le migrant décide de se diriger vers des horizons plus lointains. Alors si l'on exclut le cas très particulier du Royaume-Uni, avec ses Irlandais installés en Grande-Bretagne, la France est le pays européen qui attire le plus d'étrangers, des Italiens, des Belges, des Allemands, en fin de période des Polonais. Les étrangers sont en France 1,2 million à la veille de la Grande Guerre. Mais ces chiffres sont extrêmement modestes en comparaison des mouvements intercontinentaux. Ils s'expliquent avant tout par la misère, secondairement par les persécutions politiques, religieuses et raciales, et sont encouragés par la révolution des transports maritimes que nous avons évoquée dans un cours précédent, et aussi par les incitations gouvernementales et même les encouragements d'associations professionnelles soucieuses de soulager le marché du travail engorgé pendant la Grande Dépression. Plus de 40 millions d'Européens vont quitter le vieux continent à destination d'autres continents au XIXe siècle. Alors entrons un petit peu dans le détail. Les pays de départ. Alors là, il y a deux temps à distinguer, jusqu'en 1890 et après. Jusqu'en 1890, c'est le fait des Britanniques, c'est le fait des Irlandais, des Allemands, des Scandinaves, et après, dans la dernière partie du siècle, c'est le fait des Italiens, c'est le fait des Slaves, et c'est le fait des Juifs qui sont persécutés par de grands pogroms en Europe orientale. Les trois quarts de ces migrants se dirigent vers les États-Unis, qui est le pays d'accueil par excellence des migrants européens au XIXe siècle. Je vous recommande un film, Gangs of New York, qui décrit le phénomène et l'intégration, on en reparlera, difficile de ces migrants aux États-Unis par rapport à des populations qui elles-mêmes sont issues de l'immigration, mais qui sont arrivées plus précocement. Alors, si les trois quarts s'installent aux États-Unis, le quart restant, où s'installe-t-il? Eh bien, ils leur préfèrent aux États-Unis le Canada, par exemple, le Brésil, l'Argentine, qui est une grande terre d'immigration espagnole et italienne en particulier, ou encore l'Australie. À peine plus du dixième de ces migrants finiront par retourner dans leur pays d'origine. Donc le continent européen, vous voyez, s'affaiblit de 35-36 millions peut-être d'Européens. Alors, ces mouvements de population provoquent, je le disais tout à l'heure, des rejets xénophobes qui s'accentuent quand les mœurs, la langue, la religion des immigrants diffèrent trop de celles du pays d'accueil. C'est le cas, par exemple, des Polonais catholiques lorsqu'ils s'installent dans l'Allemagne luthérienne et qui vont subir un certain nombre de persécutions. Cependant, les migrations entraînent aussi de nouvelles solidarités.
Malgré de multiples tensions entre la France et l'Italie, l'Italie peut difficilement rompre, et c'est très intéressant, avec la France, où se sont installés beaucoup de ses ressortissants. Et cela vous explique pourquoi, eh bien, si l'Italie va entrer dans la Triplice, eh bien, elle restera un petit peu en retrait par rapport à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie et finira par, eh bien, ne pas faire la guerre à leur côté. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention durant ce cours numéro 7 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le cours suivant.